Chers amis, vous l'aurez vu cette semaine, je vous emmène en Bretagne. Vous avez le décor derrière moi qui vous doit vous rappeler quelque chose. Euh, vous avez la petite marinière qui va bien. J'ai été sympa, je ne vous ai pas mis les mouettes ni le bignou. Mais évidemment, je vous emmène en terre malouine ce soir. Je vous emmène à Saint-Malo pour, eh bien écoutez, préparer ce week-end malouin, puisque nous sommes à maintenant 3 jours, 3-4 jours du festival Quai des Bulles 2025. Festival, bon, en bon rennais sur lequel évidemment je serai présent 3 jours. Vous avez peut-être suivi que j'interviens ainsi que les membres de l'équipe sur des animations de rencontres pendant les 3 journées de festival. On va réaliser des interviews pour le site Comic Strip. On est chaud patate de se retrouver les uns les autres, de retrouver la communauté du monde de la bande dessinée. En tout cas, ce soir, l'idée, ma proposition, c'est de vous faire découvrir, soit en avant-première, soit de vous projeter un petit peu vers ce que va proposer le festival pendant tout le week-end. Donc, on va explorer ensemble les expositions, qu'est-ce que je vous ai prévu? Hop, que je reprenne ma petite liste. Les expositions les plus importantes pour moi, les rencontres les plus intéressantes, et principalement le samedi, désolé, ou c'est ça, principalement le 24 octobre, j'ai pas été fin. On va parler spectacle, on va parler exposants, quels sont les petits éditeurs ou les petits stands à aller découvrir pendant le week-end. Et puis, on va parler aussi, normalement, un petit peu dédicaces. Voilà, qui sont les auteurs ou les autrices que je vous conseille d'aller rencontrer au fil du week-end si vous êtes avec nous à Saint-Malo. Alors, on va pouvoir démarrer, si c'est OK pour vous, sur eh bien écoutez, les expositions. Moi je passe en petit histoire que on me voit un petit peu moins. Mais voilà, j'ai fait une sélection parmi les expositions de Quai des Bulles. Quelles sont celles que je vous recommande d'aller voir et pourquoi? La première, elle est où? Elle est là, elle est là, elle est là. Et hop, je vous la fiche à l'écran. C'est évidemment l'exposition qui s'intitule La mine de plomb de Franquin, puisqu'elle est consacrée à l'album Idées Noires, enfin pardon, aux Idées Noires, quand on dit album. À l'origine, c'était des strips publiés dans un fil glacial. Et là, en l'occurrence, j'ai une des versions compilées. Euh, voilà. Donc, la Franquin, je vais être tout à fait honnête, c'est à mon programme du tout début de matinée, vendredi matin. Sur un malentendu, ce sera juste samedi. Mais vraiment, ça va être au tout démarrage, parce que je pense que ça va être l'exposition qui va attirer le plus de monde sur toute la durée du festival. On est sur Franquin, on est quand même sur le créateur de Gaston Lagaffe, donc sur un personnage absolument, enfin que tout le monde connaît, extrêmement grand public. Et l'exposition qui va nous être proposée ce week-end présente des dessins issus simplement de l'album des Idées Noires. Donc, pour celles et ceux qui, soit qui nous suivent, soit qui nous suivront ensuite en replay, et qui ne connaîtraient pas Idées Noires, la particularité, c'est que au moment où, fin des années 70, début des années 80, quand Franquin est en difficulté, il est en pleine dépression, il n'arrive plus à tenir les rythmes de Gaston Lagaffe, il s'use, il est cramé complètement, eh bien, il va commencer à produire pour son pote Gottlieb et pour le magazine Fluide Glacial des histoires extrêmement sombres, extrêmement noires, dans un style graphique tout à fait différent de celui de Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, c'est la poésie, c'est quelque chose de très coloré, avec ses femmes, son chandail et ses espadrilles vertes. Voilà, la voiture, la voiture de Gaston, noire et jaune. Là, eh bien écoutez, on est sur du noir intense, sans nuance, avec du blanc éclatant. Voilà, ça porte bien son nom. Les idées noires, elles sont noires sur le fond, elles sont noires sur la forme. Et pendant Quai des Bulles, on va donc avoir l'opportunité de voir plusieurs dizaines d'originaux issus des publications Idées Noires. Et je vous cache pas que c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience, parce que
parce que cette BD pour moi elle est culte, parce que je sais pas pour vous, mais en tout cas pour Damien Chaton Dame Dame dit qu'il faut pas rater, pas louper cette exposition, on est absolument d'accord. C'est un des très grands noms de la bande dessinée franco-belge et pouvoir y accéder pendant la durée du festival, vraiment, je pense que ça vaudra la peine. Ça vaudra la peine de payer son entrée à la journée pour pouvoir aller voir ça. J'ai hâte de voir les originaux. J'ai hâte de voir comment Franquin travaillait. Un fan de BD a dit qu'Idée Noire a bien inspiré Lavilliers. Bonsoir Calumi, pardon, bienvenue parmi nous. On commence avec les expositions de Quai des Bulles là. Fan de BD, si tu veux nous dire en message dans le chat, nous rappeler quel est le lien entre Idée Noire et Lavilliers, parce qu'il se trouve que je suis très peu mélomane et que donc j'ai une culture musicale ridicule. Voilà, donc j'ai hâte de voir ses originaux. J'ai hâte des originaux de Franquin, j'ai hâte de voir comment il a travaillé, j'ai hâte de voir justement le travail d'ancrage. Est-ce qu'on va distinguer sous le travail d'ancrage les traits originaux? Eve Dupont nous dit qu'il y aura aussi des croquis préparatoires inédits et que ça va ressortir en album. De toute façon, ils le ressortent régulièrement en album. Je pense qu'il y a 10 éditions différentes, je n'ai pas compté, d'Idées Noires, avec des formats riches et variés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ces croquis préparatoires, j'ai hâte de les regarder. Ça va être. Voilà. Je sais pas vous, je sais pas comment est-ce que vous ressentez les expositions, mais personnellement, j'y vais pour découvrir ce qui se passe derrière la planche. C'est-à-dire que si c'est pour voir, alors je suis très, comment dire, je ne suis pas sympa avec les auteurs qui travaillent purement en numérique, mais je trouve qu'une exposition de numérique, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, si c'est pour voir la même chose que ce que j'ai dans l'album, je lis l'album, il n'y a pas de problème, ça me va bien. Euh, Moi, ce que j'aime voir, c'est les erreurs, c'est les traits de construction, c'est les coups de gomme, les coups de blanco. J'aime euh, imaginer la vie qu'a eu cette page pendant que l'artiste était en train de la composer. Voilà. Donc c'est vraiment moi ce qui me plaît, je sais pas vous. Calumi dit que pour Gottlieb et Jacob, ça l'avait fasciné de voir ses originaux. Ben ouais, c'est ça, je suis d'accord, hein, fascination. Ça me paraît le bon mot. Gottlieb, j'ai dû en voir quelques-unes, je pense, pendant dans mon souvenir, hein, mais pendant l'exposition à Beaubourg. J'imagine qu'il y avait dû en avoir, mais j'en ai pas tant vu que ça. Et c'est vrai qu'il a une telle souplesse dans le trait, un Gottlieb, que ses originaux doivent être un pur bonheur à explorer, à venir contempler de près. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, Rémi Barneau nous dit qu'il faut voir La vie en crayonné. Alors, La vie en crayonné, de qui est-ce? La vie en crayonné. C'est quoi? Dis-nous tout. Fan de BD dit qu'on est parfois très surpris aussi par la dimension des planches, et c'est tout à fait vrai. Là, on va découvrir comment travailler Franquin. Enfin, certains le savent sans doute, mais on va le voir pour de vrai. À Beaubourg, à la BPI. Ouais, 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 bah oui, oui, il y avait en effet des planches d'idées noires, c'est vrai, tu as raison, chaton BD Dame Dame. Donc j'attends vraiment. Non, non, c'était la dimension des planches. C'était, ouais, il y a parfois des planches qui sont toutes petites et c'est très surprenant, et d'autres sur Barbarella, je crois, qui étaient gigantesques, de Fuster peut-être, Fuster, qui était immense, ou du Druillet, qui nous en mettait plein la vue. Donc en effet, c'est ça aussi, découvrir comment sont travaillés, préparés les dessins. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus sympa dans les expositions de bande dessinée. La Idée Noire, je vous recommande, si vous êtes à Saint-Malo, commencez par ça, si vous avez le temps. Plus on va rentrer dans le week-end, plus il y aura de monde, ça me paraît une évidence. On ne pourra pas faire sans. Faire sans. Ok, première expo. Là, on est sur du franco-belge classique. Bah, classique au sens le plus noble du terme. Là, on est vraiment sur un des grands anciens. Fan de BD parle de l'expo Druillet à Angoulême qui, en effet, j'imagine, avait dû en mettre plein les yeux. Je n'avais pas été là cette année-là. C'est une grande frustration. Franquin, j'ai fait le tour.
On est sur le grand classique historique, la grande figure. Parmi d'autres propositions, on va rester dans le franco-belge, on va rester dans quelque chose, en tout cas dans un classique mais moderne, avec, eh bien, évidemment, l'exposition consacrée à Sylvain Vallée, maître de la narration et conteur de l'humain. Personnellement, je ne l'aime jamais autant que dans Il était une fois en France, que vous trouvez là sous sa version intégrale et noir et blanc, pour profiter à fond des dessins de Sylvain Vallée. Voilà, c'est pour moi, c'est une de mes références, hein, en bande dessinée. Ce livre fait partie de ma BD Tech idéale, en tout cas cette série. Et je suis très content qu'Alumi dit que l'édition est géniale. Et voilà, et donc je suis très content de l'acheter, d'avoir tardé à acheter la série. Je l'avais lu évidemment en couleur avant, mais emprunté en bibliothèque. Et donc j'avais fait l'achat de cette édition spéciale. Sylvain Vallée, c'est un auteur qui est incroyable. Il a commencé chez les tout petits éditeurs, il y a de ça presque 40 ans maintenant. Je crois on est quoi, 30 ans facilement. Il a démarré aux éditions du Cycliste. Je suis très déçu parce que je suis très ami avec le fondateur des éditions du Cycliste et j'ai plein de petites choses, mais je n'ai plus retrouvé mes produits cyclistes et donc je dois avoir parmi les premières BD de Sylvain Vallée, les premières illustrations. Voilà, il a commencé tout petit. Et aujourd'hui, c'est une méga star de la bande dessinée franco-belge. La méga star, alors qui s'est installée à Saint-Malo en plus. Donc ça ne gâche rien. On était très content de l'accueillir en Bretagne. Donc c'est un peu l'exposition du local de l'étape, hein, mais il le mérite parce que il a un dessin que je trouve particulièrement expressif. Tout à l'heure, quand je vous disais que c'était un classique moderne, c'est-à-dire que pour moi, il rentre pleinement dans la veine franco-belge, dans un style, alors, près de la ligne claire, mais pas dans la ligne claire. Hein, mais il est vraiment à sa place dans l'histoire de la bande dessinée européenne. Et en même temps, il apporte une dimension, alors caricaturale, mais qui n'est pas un mauvais mot chez moi, mais il apporte chez ses personnages des bouilles, des trognes, telles que les caricaturistes, comme Morchouane par exemple par le passé, enfin dans les années 90, ont pu le proposer, qui me semble lui apporter un supplément d'âme à l'ensemble de ces personnages. Joseph Joanovici dans Il était une fois en France, donc c'est un personnage qui est une vraie saleté, c'est un personnage ambivalent, on aime le détester ou avoir... Voilà. Mais par contre, il a une tête qui convient à merveille. Je veux dire, pour moi, Vallée, c'est du Audiard dessiné. Et d'ailleurs, parmi les grandes illustrations de Sylvain Vallée, il y a évidemment des Tontons Flingueurs, il y a des films d'Audiard qu'il a repris. Une culture que l'on retrouve dans Abemous Bastard, dont Fifan de BD nous parle dans le chat. Voilà, c'est une culture, il y a une pointe oldie, une pointe d'ancienneté, et pourtant je trouve que les années passent et que Sylvain Vallée ne vieillit jamais, enfin son dessin ne vieillit jamais, il ne se perd pas, et Abemous Bastard est vraiment d'une efficacité incroyable. C'est du polar qui nous régale dans les dessins. C'est vraiment un auteur qui est d'une générosité euh, sans nom. Voilà, avec une quantité de traits, avec une quantité de détails qui est vraiment incroyable. Je crois que c'est un mot que j'ai beaucoup réutilisé, incroyable. Il va falloir que je change mon vocabulaire, que je trouve des synonymes, parce que là, ça commence à se répéter. Donc, un dessinateur d'une générosité avec beaucoup d'humour, dit fan de BD, je suis d'accord. En tout cas, il transmet comme ça beaucoup d'émotions. Il incarne vraiment les personnages. On y croit aux personnages avec lesquels dont on suit l'histoire. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aurai un grand plaisir à aller voir son exposition. Je lis beaucoup de choses. Je lis aussi du Sylvain Vallée et j'aime ça. Et il a vraiment ses aficionados aujourd'hui dans le monde de la BD franco-belge. Et je pense que c'est parfaitement mérité.
Donc voilà, ça c'est la deuxième exposition que je vous recommande. Là aussi, je pense que vu la qualité du trait, vu la nature du trait, on va voir vraiment des dessins qui vont être incroyables, des dessins qui vont être d'une beauté absolument époustouflante. Donc voilà, donc Sylvain Vallée, il était une fois en France, Abemous Bastard, entre autres choses, Katanga, hop, ça c'était la deuxième proposition. F. Dupont nous parle du tandem Vallée-Nury. Pour le coup, j'avoue qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Je suis pas méga client de Fabien Nury. J'adhère rarement à ses récits, par contre. J'avoue que quand il travaille avec Fabien Vallée, il y a quelque chose, il y a une alchimie, il y a une synthèse qui se fait. Je trouve que les deux vont à merveille ensemble. Et là, moi, j'accroche à 200%. Je pense comme beaucoup d'entre nous et comme F. Dupont nous le dit. Deuxième expo, on continue de se balader. L'expo Franquin, l'expo Sylvain Vallée sont toutes les deux positionnées au Palais du Grand Large, vraisemblablement à l'étage de la rotonde Jacques Cartier, donc au premier étage. Elles sont faciles à voir, elles sont faciles à retrouver. L'exposition suivante, j'ai bien le bouquin de côté, c'est parfait, elle est, elle, un étage au-dessus, au deuxième, puisqu'elle sera à l'espace jeunesse. C'est elle qui va habiller l'espace jeunesse, et c'est l'espace consacré à Léa Mazet, fragment d'un univers sensible. Léa Mazet, vous l'avez lu sans doute, eh bien sur Les Crocs, sur Elma une vie d'ours, donc chez Dargo, donc Les Crocs à l'audition de la Gouttière, prix jeunesse ACBD, d'ailleurs le premier prix jeunesse ACBD dans mon souvenir. Damien, tu me contrediras si jamais je me trompe. Elma une vie d'ours avec Ingrid Chabert au scénario, qui est d'une beauté, qui est d'une... Oh, est-ce que je vous l'ai mis de côté? Je l'ai pas mis, je l'ai pas sorti, mais je vais vous le remontrer. Il est là, il attend sur mon côté, sur le côté. Hop, que je vous remonte ça. Elma est vraiment une série que moi j'aime beaucoup. Donc Elma une vie d'ours chez Dargo. Hop, je vous remonte parce que dans mon souvenir, celle-ci, elle a un petit dessin, tout ça, de Léa. Donc très content d'avoir Léa. Fille fan de BD rappelle qu'elle est prix Jeune Talent. Prix Jeune Talent dont le site Comic Strip est partenaire et dont je suis jury aujourd'hui. Merci Fille fan de BD pour la précision. Donc Léa, vous l'avez trouvé aussi, j'ai du Léa Mazet partout autour de moi en vrai. On la retrouve aussi, pouf, tiens, dernièrement, sur l'onde, avec Frédéric Maupomé, on est à nouveau à la Gouttière, on est sur de la BD sans texte. Et vous savez quoi? Elle est en train de préparer une BD adulte, une BD voilà, qui sera ou tout public, mais en tout cas plus seulement orientée jeunesse. Donc j'ai hâte de voir ça. Cette exposition, outre que je trouve que Léa a une carrière extrêmement intéressante et que vraiment chaque livre montre qu'elle se lance de nouveaux défis, que graphiquement elle tente de nouvelles choses. Moi je suis extrêmement bluffé par la façon dont elle se remet en question à chaque bouquin. Ça se sent, elle travaille en tradi, elle travaille en numérique, elle fait les deux. Et ce que j'attends de voir tout particulièrement, ça va être les planches d'Elma. J'espère qu'il y en aura bien, il y en aura des belles, parce que ce que je sais, pour en avoir discuté en interview avec Léa, c'est qu'en fait, euh, chaque planche est issue d'un papier de couleurs différentes. C'est-à-dire qu'elle a travaillé en traditionnel, hein, donc au crayon dans mon souvenir. Elle a peut-être au crayon gras aussi, à revérifier. Mais elle partait toujours d'un papier qui avait une couleur de base. Et ça, je l'ai jamais vu encore, j'ai jamais eu l'occasion de voir ces originaux, et j'aurais vraiment très envie de découvrir eh bien, quel est l'effet originel. Parce que là, on voit l'effet final, on voit l'impression, on découvre comment Léa a... Enfin, on découvre plutôt le résultat retranscrit par l'impression numérique. Maintenant, comment c'est à l'origine, ça j'ai vraiment envie de le découvrir et ça je vous invite à aller voir. Je pense qu'il va y avoir des originaux qui vont être sublimes. Si vous aimez, comme moi, voilà, voir la densité de coups de crayon ou de coups de pinceau, notamment sur la mise en couleur, parce que Léa est très très forte en mise en couleur, voilà, je pense que ça va être une exposition qui va être extrêmement intéressante, extrêmement plaisante.
C'est de la BD jeunesse, on est donc au deuxième étage. De ce qu'on m'en a dit à Quai des Bulles, ce sera, enfin, ce qui a été dit surtout pendant la conférence de presse où j'étais, l'exposition va être relativement immersive dans un univers très forestier qui va vraiment s'étendre sur la salle jeunesse, sur la salle enfant. Alors, les expos jeunesse sont très souvent très immersives. Si vous aviez vu l'exposition Jean Jambe, elle était quand même, c'était un vrai bonheur d'intelligence, pour mettre en avant l'univers de la bande dessinée. Là, je fais vraiment confiance aux équipes de Quai des Bulles pour pouvoir valoriser le travail de Léa. Est-ce que, dans le chat, dites-moi, est-ce que Léa Mazet, c'est quelqu'un qui vous intéresse, ça vous tente d'aller voir l'expo? Est-ce que vous aviez, si vous êtes, pour celles et ceux qui seront à Quai des Bulles, est-ce que vous allez y aller? Moi, je vais vous raconter une petite anecdote aussi avec les crocs. J'aime bien toujours partager ce genre de choses. Euh, Moi, ça fait quoi, une vingtaine d'années maintenant que je fais des festivals BD. Attendez, 25 ans, quasiment, que je vais en festival BD. Et quand j'étais simple festivalier, j'ai toujours vu des parents débarquer avec leurs enfants et mettre les enfants dans les files d'attente pour avoir des dédicaces. Genre des gamins de 12 ans qui attendent pour de l'habit. Bon, on y croit moyen au fait que la dédicace elle soit pour lui sur Murena. Bref. Et donc, j'ai toujours eu à cœur de ne pas imposer à mon fils de vivre ça, de vivre ces festivals et de me servir de lui, hein, tout simplement, dans les festivals BD. Donc, je ne l'ai jamais amené. Mais je l'ai amené une fois en dédicace. Je l'ai emmené en dédicace pour rencontrer Léa quand elle était de passage à Rennes. Enfin, elle habitait Rennes à l'époque. Et donc, de passage à la librairie critique. Et, eh bien, mon fils, il devait quoi, 9-10 ans, lisait les crocs. Il lisait avait lu le premier tome des crocs et le 2 n'était pas sorti encore. Et donc, c'est la seule fois où je l'ai amené en dédicace, où je l'ai amené profiter d'une rencontre. Je suis allé saluer Léa, je lui ai dit bonjour, on se connaît un petit peu avec Léa, voilà, maintenant. Je dis salut, hop, je te présente Clément, c'est mon fils, je te le laisse. Et moi, je suis parti papoter avec mes potes libraires. Et ce qui fait qu'il a partagé ce moment-là avec l'autrice, allant même jusqu'à lui dire ce que lui, il imaginait à la fin du premier tome, parce que la chute du premier tome repose sur un gros cliffhanger très mystérieux, côté polar. Et voilà, et donc il était, le cerveau tournait à fond pour essayer d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir après. Et voilà, donc c'est la seule, Léa Mazet, c'est la seule dédicace dans laquelle j'ai amené mon fils. Et d'ailleurs, je ne sais plus, je dois avoir quelque part sans doute les crocs dédicacés en son nom. Donc voilà, c'était la petite anecdote partagée en chemin. Donc Dame Chaton Dame BD Dame Dame va courir à l'expo, mais en effet, Damien étant tellement passionné de BD jeunesse qu'évidemment il ne peut pas la rater et il la suit depuis Nora, on est bien d'accord. Nora qui était un projet d'école qui a été publié. Merci Fifine de BD. Je suis ravi d'avoir bien vendu l'expo et Calumi. Je suis ravi de t'avoir donné envie de la découvrir. C'est de la BD jeunesse, mais pour moi c'est presque une BD tout public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une petite âme un petit peu sensible à l'univers jeunesse, c'est vraiment des bandes dessinées de qualité. Alors, évidemment, L'Onde qui est dans la collection Doré Micha, qui est une bande dessinée pour les 3 ans autour de la musique classique, et ici, en l'occurrence, autour de autour de quelle symphonie? De la 8e symphonie de Schubert. Donc ça, évidemment, c'est moins pour les adultes. Mais par contre, les crocs, c'est vraiment avec... Donc c'est quand même l'histoire des enfants de croque-morts qui mènent une enquête dans des cimetières. C'est vraiment une super tonalité, je vous le recommande. Et Calumi dit, une bonne histoire reste une bonne histoire. Et ça a l'air si doux, si chouette. Voilà, exactement. Tu résumes bien les Amazés. Et si je vous ai fait ressentir ça, tant mieux, tant mieux. Salut Fabrice, welcome et merci pour les repartages sur Instagram du programme de la soirée.
j'en profite, Clémentine et toi, pour vous remercier en direct pour l'accompagnement que vous faites aux comptes réseaux sociaux de BD Talk. Ça compte, vous comptez beaucoup pour nous, individuellement, enfin à la fois pour nous personnellement et pour la chaîne. Léa Mazé, très bien. On continue un petit peu sur un petit peu. Oula, ça fait presque une. Ah ouais, non, j'ai perdu du temps au début. Alors, bah oui, parce que j'ai beaucoup causé, mais l'expo suivante, il y en a encore deux que je vous recommande. L'expo suivante, hop, que je l'affiche. C'est l'exposition Transidentité en BD. Cette exposition-là, elle ne se tient pas au Palais du Grand Large, c'est une précision importante, elle se tient à la médiathèque de Saint-Malo, donc devant la gare. Donc si vous voulez voir cette exposition, il faut donc se déplacer en centre-ville ou y passer si jamais vous arrivez en train, ou si vous vous garez sur le parking de la gare. Sinon, un petit quart d'heure de marche et vous êtes à la bibliothèque et il y a des conférences qui sont animées ainsi que deux expositions, une sur le parvis, une à l'intérieur. Transidentité en BD, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et donc, vous allez avoir. Alors là, c'est pas des originaux. L'objectif, c'est d'avoir une exposition pédagogique pour donner à comprendre ce qu'est le questionnement sur la transidentité, sur quel est le processus des vécus par les hommes et les femmes ou les non-binaires qui se lancent dans une telle démarche. Ça, c'est extrêmement important. Alors, j'en suis. Alors, Quai des Bulles en est convaincu. Régis Thomas, un des co-directeurs artistiques, a pu exprimer en visite officielle à quel point c'était une exposition qui était importante pour lui, notamment au vu de l'actualité aux États-Unis, en Grande-Bretagne, où les droits des personnes LGBTQI+ sont relativement mis en difficulté. Il avait à cœur de proposer une exposition qui soit le plus informatif possible. Donc vous allez avoir 6 bandes dessinées qui vont vous être présentées. La plus connue, c'est Appelez-moi Nathan, de Quentin Zution, et je sais qu'il y a du monde ici qui m'écoute et qui me regarde et qui aime Quentin Zution. Vous, c'est voilà, donc une bande dessinée évidemment sur la transidentité, et donc vous allez en découvrir 6. Les BD ont été choisies parce qu'elles constituaient toutes des témoignages du vécu des personnes concernées par le changement de sexe, changement de genre, pardon. Voilà. Et c'est ça que Régis Thomas, Quai des Bulles a voulu mettre en avant. Permettre de comprendre, permet d'aller à la rencontre, voilà. La bande dessinée est un média. C'est un média, donc c'est un outil pour connecter les gens et les connecter à des sujets. Et donc cette exposition permettra de connecter les gens à la transidentité. L'idée étant que cette exposition, après le festival, donc elle a été disposée en amont du festival, ça veut dire que les Malouins ont pu la visiter régulièrement pendant les horaires d'ouverture de l'espace de la Grande Passerelle. Et puis après, cette exposition va se déplacer dans d'autres festivals, dans des écoles, dans des collèges, pour pouvoir sensibiliser les jeunes, les publics, à la question de la transidentité. Fille fan de BD dit que c'est sage d'avoir invité Zution, très joli clin d'œil, à la bande dessinée qui a conçu notre club lecture de la toute première de BD Talk, début septembre. Et à titre perso, c'est un sujet auquel je crois beaucoup aussi dans un livre que j'ai produit, je crois. Là, c'est le moment auto-promo, 100 ans de bande dessinée, 70 articles thématiques, proposant 70 sujets différents sur la bande dessinée avec des critiques associées. Il y avait donc une double page sur la question du genre, la question du genre dans la bande dessinée, en mettant en avant Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, Podum évidemment d'Hubert et Zanzime, et oui, il y a quelqu'un que j'ai pas cité, mais je vais en reparler juste après, Le Cercle du Dragonté de Kay O'Neill, personne elle-même transgenre, donc dans mon souvenir aujourd'hui, la personne se genre Yel. Moi, ce que j'avais retenu aussi comme album, le focus, c'était Le Prince et la Couturière chez Aquileos, produit par Jen Wang.
C'est un titre de 2018, voilà, qui était une de mes grosses références sur les BD de genre aussi. Et cette exposition, donc dans le bouquin, je parle, dans l'article, je parle de cette personne. Euh, L'exposition Transidentité en BD, elle a on va dire un commissaire scientifique, euh, à savoir en la personne de Laurier the Fox, qui est un auteur transgenre, qui, non, me semble-t-il, a réalisé sa transition, et qui aujourd'hui est un militant des droits LGBTQI+, et notamment des droits sur des personnes trans. Et donc, il était présent à l'inauguration du festival, à la conférence de presse, à la visite de l'exposition, et voilà, une de ses œuvres est exposée, et il a constitué voilà, ce référent pour que eh bien, le vocabulaire employé soit le bon, voilà, que l'identité de chacune et chacun, ou chacune, chacun une, puisse être respectée. Voilà, c'est un élément important et un élément moi, dans lequel je me suis retrouvé, puisque donc dans 100 ans de BD, que je viens de vous montrer, j'ai, pour cet article, c'est le seul article que j'ai fait relire avant à un sensitivity reader, d'une certaine façon. En tout cas, une personne qui avait vécu elle-même un parcours de transition de genre. Je lui ai fait relire pour qu'elle puisse me dire si les mots que j'employais étaient des mots corrects, respectueux. Euh, je voulais pas un jugement sur le fond. Je voulais simplement qu'elle puisse me dire que mes intentions, qui étaient respectueuses, soient bien retranscrites dans les mots. Voilà, donc c'est des éléments importants. La transidentité en bande dessinée, je vous rappelle, c'est donc à Quai des Bulles, visible dès jeudi pour celles et ceux qui arriveraient tôt, à la médiathèque de la Grande Passerelle, et sinon visible pendant tout le festival et même encore après pour les gens qui sont en Bretagne, qui nous regarderaient en replay. Transidentité, voilà, Chaton BD Dame Dame, qui aime beaucoup Le Prince et la Couturière, ça ne m'étonne pas. On est sur une BD, la BD jeunesse, oui, la BD jeunesse ou adolescente, et notamment la BD américaine, est très en avance sur ces questions d'identité et de genre. Je vous ai parlé de Kay O'Neill, alors elle est néo-zélandaise, et donc pas vraiment américain, mais en tout cas anglo-saxon de culture, et, et publie aux États-Unis. Voilà, et donc produit des bandes dessinées dans lesquelles le genre n'est plus un sujet, n'est plus une question, mais un élément narratif comme tous les autres, une forme de normalité extrêmement intéressante. Et la bande dessinée américaine est d'ailleurs en difficulté à ce niveau-là, parce que comment dire, le gouvernement américain et le président américain, évidemment, posent problème, et qui crée de la censure, puisqu'il est bien connu que ce sont les woke qui censurent les gens, ou alors que c'est les Trumpistes. Molinox Ostertag, précise Chaton BD Dam Dam, c'est aussi voilà, quelqu'un d'extrêmement important aux États-Unis sur ces thématiques de transidentité et questions queer. Voilà, donc il y a une belle génération d'auteurs, d'autrices, auteurices à découvrir. Et vous en verrez donc 6 pendant l'exposition. La dernière, dernière expo, je m'y étends pas. Je m'y étends pas parce que je vais vous proposer de toute façon en lien un article, puisque un certain Damien Canto s'est donné la peine de faire un gros travail sur ce sujet-là. C'est évidemment, je l'ai évoqué, l'exposition Jeunes Talents. L'exposition Jeunes Talents 2025, dont eh bien, je suis jury, au nom de Comic Strip, notre média écrit, le média pour lequel Marie, Damien, Claire, Mathieu et moi-même écrivons. Voilà, BD Talk, c'est notre média oral, c'est notre média du direct. C'est deux univers différents, mais en tout cas pour Comic Strip, on est partenaire du prix Jeune Talent. Et à ce titre-là, étant le local de l'étape, étant voisin, il me faut une heure de TER pour venir sur Saint-Malo. Je fais partie du jury qui évalue les candidats. Dans le chat, je vous mets le lien vers l'article que Damien a écrit pour vous présenter les 15. Vraiment, je suis extrêmement content. Donc, le jury, il est piloté par Nicolas Barral,
qui est le président d'honneur et l'auteur de l'affiche que je vais remettre un petit peu. Je vais me flouter, je vais m'invisibiliser pour vous faire profiter d'une grande partie de cette affiche, en tout cas très poétique, que Nicolas Barral a produite pour l'exposition pour l'édition 2025. C'était lui qui avait proposé le thème Par-delà les frontières. Et il faisait partie du jury. On est une petite dizaine avec les partenaires, les différents partenaires du prix, le Crédit Agricole, le Comptoir des Arts à Saint-Malo, magasin de produits d'art. Qui c'est qu'il y a un dessinateur de presse. Voilà, tout est dans l'article pour retrouver tout le jury. On remet le prix le samedi à 11h30. Et vraiment, l'exposition qu'on vous propose, notamment côté plus de 16 ans, elle est, je trouve, d'une richesse, d'une diversité, d'une variété incroyable. Vous verrez que les gagnants ou gagnanteux sont, sont vraiment d'une très grande qualité. C'est sublime. Et l'exposition vous proposera du style manga, du style animation, du style classique franco-belge, du roman graphique. Voilà, c'est très riche. On s'est retrouvé collectivement sur une sélection d'une très grande diversité, d'une très grande variété, et des gens avec des âges très différents. Vous verrez que la personne qui gagne le prix 14-16 voilà, a vraiment beaucoup de talent, il y a eu beaucoup de travail sur sa planche. On a été assez impressionnés. Le ou la lauréate du prix enfant est d'une intelligence vraiment bluffante, vous verrez ça. Bref, j'en dis pas plus. Peut-être que j'en spoil trop d'ailleurs. Mais bref, vous ferez les paris sur qui a gagné. Sinon, réponse à 11h30, Rotonde Jacques Cartier, samedi à Saint-Malo, au Palais du Grand Large. Et donc oui, c'est Guillaume Padilla, le gagnant de l'édition 2024, du Grand Prix de l'édition 2024, qui a réalisé l'affiche que vous voyez à l'écran. Merci pour la précision, fille fan de BD. Voilà pour les expos. J'en ai laissé de côté. Est-ce qu'il y a des expos que je laisse injustement de côté dans le chat? Dites-moi, pour celles et ceux qui sont parmi nous. Donc je vous rappelle, l'expo Jeune Talent, Transidentité, Léa Mazet, Sylvain Vallée et Franquin. Voilà, il y en a d'autres que je n'ai pas cités. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que j'ai laissé vos chouchous de côté en exposition? N'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a des choses qui vous ont... Ça me laisse le temps de boire. Ma foi, si j'ai sélectionné celle que vous attendiez, c'est une très bonne chose. J'espère en tout cas qu'il y aura une part de diversité dans ces expositions. Il y en a d'autres et on va en réévoquer une ou deux dans les prochaines minutes. Alors, eh bien écoutez, on change de slide, puisqu'on a fini de parler des expositions. Je vous propose de parler maintenant des rencontres. Quelles vont être les rencontres qui vont être animées et les plus intéressantes? En tout cas, moi, celle qui me hype le plus. Eh bien, je commence avec rencontre graphique avec Jenis Rigol, théâtre et bande dessinée. Jenis Rigol, c'est ce monsieur et son livre est ici. Il s'appelle Brunilda à la Plata. Il est sorti au mois de mai chez Virage Graphique. Il est édité par Sonia Deschamps. C'est pour moi un des meilleurs livres de l'année. Un des moins visibles, sans aucun doute. C'est-à-dire que on est chez Virage Graphique, qui est une collection de Rivage. Je ne sais plus, je ne sais plus jamais. Toujours un doute sur l'éditeur originel de chez Payot. Ouais, Payot et Rivage. F. Dupont dit que c'est une rencontre qu'elle attend avec impatience. Ah, tu m'en vois ravi. Je vais vous spoiler un petit truc. À l'origine, je devais l'animer.
la rencontre. Elle était prévue le vendredi matin. Et Jenis Rigol a eu un problème de transport. Il n'a pas pu prendre un train le matin pour arriver et être disponible le matin. La rencontre est passée l'après-midi sur le seul créneau disponible qui était un créneau réservé à Babelio. Et donc c'est Babelio qui livre la rencontre. Tant mieux pour eux et ils le feront très bien. Mais je ne suis que frustration parce que j'aurais aimé vous le faire découvrir et partager l'amour que j'ai eu pour ce bouquin, la folie, puisqu'on est dans une, on est dans une pièce de théâtre sans fin, que l'auteur n'arrive jamais à terminer, dont il n'arrive pas à écrire la conclusion, et dont les acteurs continuent continuent la représentation. Et c'est bourré d'idées graphiques, intelligentes, intellectuelles. C'est une narration absolument incroyable, un dessin extrêmement lisible. C'est quelqu'un qui joue beaucoup, alors voilà, qui aime jouer un peu avec ses pleines pages, des pleines pages qui racontent, où le personnage se déplace dans le décor pour simuler le mouvement. C'est un premier album, un auteur espagnol, Jenis Rigol. C'est vraiment un livre que j'attends, qui pour moi est brillant. Une première œuvre qui est incroyable. Et voilà, et je suis sous le charme. Je ne numérerai pas la rencontre. Je ne vous cache pas que j'ai une interview de prévue avec lui pendant le week-end, donc pour Comic Strip. Vous lirez sur Comic Strip dans les prochaines semaines une interview de Jenis Rigol. Faites découvrir Brunilda, allez écouter la rencontre qui vous être proposée. Si vous êtes un peu sensible au théâtre, aux univers un peu fous à la Marc-Antoine Mathieu, vous aurez, à mon avis, vous ferez une super découverte en lisant Brunilda et en allant à la rencontre de Jenis Rigol, à la fois pendant la rencontre, le vendredi après-midi, que je vous dise précisément, on est à la rotonde Jacques Cartier, Génis Rigol, le 24, donc le vendredi à 15h45, c'est ça? Oui, c'est ça, vendredi 15h45 pour Génis Rigol et Brunilda à la Plata. Vraiment, c'est des bouquins rares. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans l'année. Je vous en reparlerai sans doute en décembre quand je ferai mes tops de fin d'année. C'est pas impossible que je les fasse sur cette chaîne pendant un live. Et vraiment, c'est un bijou. C'est un bijou, voilà, c'est surprenant. Alors, ça plaira pas à tout le monde, hein, on n'est pas sur le franco-belge classique, on est d'accord, on n'est pas sur Sylvain Vallée, mais si vous aimez être surpris, si vous par la bande dessinée, Brunilda à la Plata, Jenis Rigol, Virage Graphique, je vous le recommande chaudement. Vous l'aurez compris. Donc ça, c'est une première rencontre. La deuxième rencontre que je vous recommande, eh bien, ça va être une extra classe Dessine ta Magical Girl, qui est animée par Angelina Sharma, une autrice publiée chez Nouvelle Hydre, avec le titre Magical Girl mode d'emploi. Et donc c'est le 24 octobre à 13h15 en Amphimopertuis. Et si je vous ai proposé cette rencontre, c'est parce que elle fait partie de ces formats un peu spéciaux de Quai des Bulles, auquel j'ai assisté en partie l'année dernière et qui est extrêmement intéressant, enfin extrêmement plaisant à vivre à mon avis, puisque donc c'est une session de dessin dans l'Amphimopertuis. Euh, Angelina Sharma va apprendre aux spectateurs, aux visiteurs du festival, comment on dessine une Magical Girl. Et c'est quoi une Magical Girl? Est-ce que dans le chat, qui a lu du Magical Girl dans le chat? Dites-moi un petit peu là, je vous sens. Qui est lecteur de Magical Girl? Je suis sûr que quasiment personne. On va voir, moi je vais vous proposer une Magical Girl. Chaton BD Dame Dame lit de la Magical Girl, cool. Damien qui lit absolument de tout, rien ne lui résiste. Et alors, Chaton BD Dame Dame, qu'est-ce que tu lis en Magical Girl? C'est quoi ta Magical Girl préférée? C'est. J'en ai lu. Bah maintenant, il faut citer un titre. Alors, qui donc as-tu lu? Tu as peut-être lu le grand classique? Le grand classique que je vous ai sélectionné.
Yomicha, salut Yomicha, ravi que tu sois parmi nous ce soir. Sakura, Sakura Card Captor. Voilà, la chasseuse de cartes, évidemment. Je suis une génération, je suis un peu plus vieux que Yomicha, donc je suis allé sur Kalumi, a lui aussi Sakura, et donc moi je suis la génération d'avant, donc j'ai choisi. Qui est-ce que j'ai choisi à votre avis? Si c'est la génération d'avant, alors dans le chat, dites-moi de qui vais-je vous parler? Hey Kalumi, Kalumi, on est d'accord, c'est Sailor Moon, les Magical Girls. Ah tiens, Yomicha met Candy dans les Magical Girls, ok. Intéressant, je l'aurais pas mis dedans, mais si tu veux nous en dire plus, enfin, en commentaire, voilà, ça sera intéressant. Donc Sailor Moon, moi aussi je les ai évidemment plus vus que lus, hein, comme Kalumi. C'est vraiment une série que j'ai regardée en dessin animé voilà, Génération Club Dorothée à fond. Yomicha dit non, j'ai mélangé avec Creamy. Ouais, tout à fait. Là, je vois la nuance. Même époque, mais c'était Creamy, la Magical Girl. Donc Sailor Moon, hein, avec l'ensemble des guerrières au nom de planètes. Sailor Mercure, Sailor Jupiter. Comment dire, bah, voilà. Magical Girl, c'est ça. C'est des filles c'est des super-héroïnes finalement, hein, qui se transforment avec des enfin, un pouvoir magique qui les transforme. Et elles combattent le mal et la corruption. Alors, j'ai tombé des dames. Dis-je, il y a pas longtemps, j'ai lu Flavy Girls de Loïc Locatelli. D'accord, et ça c'est de la Magical Girl. Je connais pas. Je connais pas. Donc, Sailor Moon. Voilà, c'est vraiment l'archétype, hein, avec l'uniforme d'écolière. Flavor Girls de Loïc Locatelli. Ok. Alors, je ne l'ai pas en stock ici, c'est très dommage, mais je ne l'ai pas. C'est côté manga, donc bah, évidemment, c'est un titre, c'est un genre japonais, hein, et qui a fait son succès là-bas. Euh, Il y a un titre que j'aime beaucoup qui était publié chez Akata qui s'appelle Magical Girl Holy Shit, et qui est une version trash des Magical Girls qui sont des super-héroïnes pour les petites filles, hein, donc bien sous tout rapport. Et Magical Girl Holy Shit est une série où ça fume, ça boit et c'est dépravé comme c'est pas permis. J'aime beaucoup cette dimension un peu irrespectueuse et pourtant qui joue à fond avec les codes de la Magical Girl. Donc, si vous avez envie de dessiner de la Magical Girl, ça se passe vendredi 24 en Pertuis à 13h15. Il y a une centaine de places dans mon souvenir dans l'Amphimapertu, peut-être 200. Donc, n'hésitez pas, allez-y, installez-vous et profitez de ce moment pour dessiner votre Magical Girl. L'an dernier, j'avais vu Stivo qui proposait de dessiner son super-héros. Et donc, évidemment, l'auteur, donc généralement c'est animé, genre cette année je ne sais plus si c'est animé, par qui c'est animé, mais il y a un animateur qui est là pour vous accompagner, pour dynamiser la proposition. Euh, Angelina dessinera en même temps sur écran, euh, et vous verrez, et elle vous donnera les conseils pour créer votre propre personnage et collaborer pour créer un personnage collectif. Donc c'est vraiment des animations très sympas. Chaton BD Dame Dame en anime une extra classe. Et c'est Imagine ta forêt imaginaire. Dame, je te laisse dire avec qui c'est, puisque ce n'est pas de ta rencontre que je parlerai ce soir. Je parlerai de la rencontre de l'un d'entre nous, mais pas de la tienne. Donc voilà, dessiner côté manga. D'ailleurs, ça traduit. Cette rencontre, elle traduit la volonté de Quai des Bulles de s'implanter sur alors je vais être un peu commercial, sur le segment du manga, pardon. Euh, donc de proposer des activités qui vont parler au public lecteur de manga. Il y a donc un pavillon manga maintenant de manière stable. Il y a H2T, Ototo, Kana qui va être là, Ankama Manga, je crois, Ankama pour les licences Dofus, toutes ces choses-là. Euh, donc il y a vraiment tout un pavillon. Il y a, qui j'oublie, Pika qui va être là aussi avec Renaud et Romain Lemaire pour Dreamland.
Donc voilà, il y a vraiment pour le public fan de manga et de manga à la française, il y a des propositions qui sont faites. Et donc c'est une belle marque d'évolution du festival. J'aimerais qu'il y ait autant de choses sur la BD américaine, mais je ne suis pas parvenu encore. Et promis, j'essaye de travailler l'équipe sur le sujet, l'équipe Malouine. Donc, la Magical Girl, ça c'est fait. Euh... Eh ben on reste dans le manga avec la masterclass Tony Valente et Naokuren pour Radiante. Radiante qui bénéficie d'une exposition immersive qui s'annonce épique, haute en couleurs. Des offs que j'ai dans l'orga du festival. Ça va vraiment être l'expo coup de poing de l'année. Comme il y a pu avoir dans des styles différents, hein, mais comme il y a pu avoir pour The Grocery, comme il y a pu avoir pour euh, mince. Oh, la dernière que je pense. Le Château des Étoiles. En tout cas, on devrait capter l'énergie de ce French manga Radiant, qui a la particularité d'être un French manga qui s'est exporté au Japon, qui a eu du succès au Japon, qui est devenu un animé au Japon, et c'est suffisamment rare pour que, déjà on le redise maintenant, mais pour que, la masterclass de Tony Valente, l'auteur de Radiant, et de Naokuren, l'auteur du spin-off, hop, je reprends mes notes, qui s'intitule Sifondir, tout ça c'est publié chez Ankama, devrait être un moment extrêmement intéressant pour comprendre comment est-ce que deux cultures se mélangent, se rencontrent. J'avais pu faire par le passé moi une interview c'était pour The All Mag avec Tony Valente. C'est vraiment un bosseur, un gars qui bosse comme un fou et qui a eu un succès, je pense, mérité parce que graphiquement c'est solide, parce qu'il a réussi à garder le public avec lui. Donc voilà, chapeau bas monsieur, la masterclass, je pense elle sera hyper intéressante à suivre, que vous aimiez ou que vous aimiez pas le manga. Je pense que là, il y a vraiment une masterclass, c'est fait pour partager une expérience. Et alors là, je veux dire, un Français, un Frenchie qui devient, euh, entre guillemets, un auteur publié et adapté au Japon en animé, c'est un privilège extrêmement rare. Ils ne sont pas nombreux à avoir eu ça. Donc, je vous recommande pourquoi pas, de prendre le temps d'aller le voir. C'est donc Amphimopertuis, le 24 octobre, le vendredi encore, à 18h. De toute façon, je vais occuper tout votre vendredi. Voilà, deux auteurs seront là et c'est toujours animé par un journaliste ou une journaliste. Je n'ai pas l'info de qui sera à l'animation. Voilà, ça c'était la partie manga. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais voilà, la rencontre animée par Comic Strip dont j'ai envie de vous parler, c'est une rencontre, c'est la rencontre que j'aurais aimé animer. C'est la rencontre, le dernier témoin de Radour sur Glane, qui est donc une bande dessinée qui est publiée chez HarperCollins BD, d'Arnaud Delalande et Laurent Bidot, et qui reprend l'histoire vraie du dernier témoin d'Oradour, un des derniers survivants. Et quand je dis que j'aurais adoré l'animé, c'est Fifan de BD qui va s'en charger et elle va le faire très bien. C'est vraiment son domaine, c'est vraiment sa partie. On se partage dans l'équipe les tâches, les sujets, notamment pour ces animations de rencontres. Voilà, celui-ci, il était tout destiné à Claire qui fait un gros travail sur la BD historique. Et moi, j'avoue que Oradour, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. En tant que scénariste, scénariste BD, j'aurais voulu écrire une histoire là-dessus. J'avais un projet que j'ai laissé de côté, que j'ai pas poussé, que j'aurais aimé écrire. J'ai jamais cherché à l'amener au bout. Mais c'est pour vous dire à quel point j'ai lu, je crois, des livres d'histoire sur Oradour. J'avais 15-16 ans. Ça m'a marqué à jamais. C'est les 80 ans, nous dit Fan de BD. Bah oui, oui, malheureusement. C'est encore un des lieux dans ma vie que je dois aller visiter, que je veux aller visiter, qu'il faut que je prenne le temps de faire, parce que la barbarie qui a eu lieu à Oradour est telle que je trouve moi, elle me touche en tant qu'humain.
et les histoires sur Oradour me touchent tout particulièrement. Comme il y a eu la phase anniversaire, il y a eu beaucoup d'albums qui sont sortis, il y a eu du pas bon, il y a eu de la BD fait avec peu de moyens financiers, voilà, avec plusieurs auteurs sous-payés, ça se voit, ça se sent. Et je trouve que c'est regrettable de traiter ainsi une thématique aussi forte. Euh, voilà, donc voilà, donc celui-ci me paraissait beaucoup plus solide. Moi j'avais lu celui qui était paru chez Hanspach, qui était très solide lui aussi. Voilà, donc ça se passe quand? Ça se passe à 14h30, vendredi 24 octobre, rotonde Jacques Cartier, donc en face du bar, en haut des escaliers. Voilà, et donc c'est Fifane de BD qui en sera l'animatrice. Voilà, vous pouvez compter sur sa bienveillance et sa délicatesse pour vous emmener dans cet univers évidemment difficile. Et elle va faire ça très très bien. Voilà, faites-vous plaisir. Enfin, faites-vous plaisir. Allez, voilà, bref, je me tais, allez voir la rencontre. Merci. Fifane de BD qui dit qu'on ne peut qu'être marqué en allant se recueillir sur place. Et Eve Dupont qui est allée à l'âge de 11 ans, elle. Waouh, 11 ans, ça c'est rude. Ça c'est rude. Enfin, Francine, comment tu l'as vécu ça à 11 ans c'était pas un peu tôt pour se plonger dans un lieu pareil? Parce que si vous l'ignorez, hein, mais le village d'Oradour, n'hésitez pas à me répondre, je meuble pendant ce temps. Euh, le village d'Oradour, qui a été en partie brûlé, les habitants tous passés par les armes, a été laissé en l'état. Déjà, un, par les nazis, mais ensuite, pour le devoir de mémoire, le village voilà, a été préservé, marqué tel qu'il est. Euh, donc, c'est vraiment, en effet, ça fait partie de ces voyages, à mon sens, des voyages initiatiques autour du devoir de mémoire. Chaton, BD Dame Dame, il est allé en troisième. Euh, voilà, ça c'est ouais, un beau sujet, c'était un beau sujet. C'est un sujet terrible. Et cette rencontre sera, je n'en doute pas, passionnante, préparée par Claire. Alors, voilà, Francine, si jamais tu veux nous mettre un petit mot, je te laisse encore quelques minutes avant de changer non, en fait, de quitter le monde des rencontres. Bah tiens, si, puisque j'en ai fini avec les rencontres, si jamais j'ai volontairement fait un tout petit choix, voilà, au sein des rencontres pour pouvoir parler d'autres choses. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ça, ouais, je regarde ce que j'ai. Voilà. Alors, donc F. Dupont nous dit qu'elle l'a vu trop tôt, elle a fait des cauchemars pendant des mois et encore maintenant le souvenir est encore très présent. Ça ne me surprend pas, ça me surprend pas. Je pense qu'il faut avoir quand même une certaine maturité pour aller sur des lieux qui sont imprégnés comme ça de mémoire et d'horreur. Voilà. C'est quand même une histoire à proprement parler, à faire découvrir à des enfants. Voilà, 11 ans, clairement, pour moi, c'est vraiment trop tôt. Sans doute autre époque. Je sais que ma maman a connu, est allée notamment à Auschwitz très tôt aussi, très jeune. Éleusis de Paris qui nous dit qu'elle est allée à 20 ans à Oradour et que c'est toujours très présent pour elle. Fille fan de BD a pu aussi exprimer à quel point le sujet était fort, était toujours marquant. Voilà. Je crois que toutes sont d'accord et voilà. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette conférence, cette rencontre, parce que voilà, c'est beaucoup de regrets pour moi. Il faut que je fasse l'effort de m'y déplacer ces prochaines années. Bon, un peu de légèreté maintenant, un peu plus de légèreté. Je vous ai choisi un spectacle parce que le Quai des Bulles, ce sont aussi des spectacles animés. C'est des spectacles, voilà, notamment les contes à bulles, qui sont très appréciés, de la musique, avec de la musique jouée sur scène, et des dessins réalisés en direct par des auteurs et des autrices. J'ai choisi de retenir un spectacle pour le samedi après-midi cette fois-ci. J'ai quand même réussi à vous proposer quelque chose.
C'est le Comptabule animé par Claire Fauvel, dessiné par Claire Fauvel, qui vient de sortir Les Yeux d'Alex chez Glénat. Moi, personnellement, dans mes incontournables, il y a La Nuit et mon royaume, qu'elle a publié il y a quelques années chez Rue de Sèvres. BD plutôt ado, jeune adulte, qui est d'une intensité et d'une pertinence sur la jeunesse et l'adolescence qui est incroyable. Les yeux d'Alex. Alors attendez, je vous remonte, hop, je vous remonte quelques petites planches. Hop, voilà, tout ça, c'est très accessible, très lisible. Hein. Claire Fauvel, c'est surtout très engagé, très intelligent, très fin, mais surtout très sincère. Il y a une très très grande sincérité dans son travail. Les yeux d'Alex est un ouvrage qui m'a un peu plus perturbé. Alors c'est un ouvrage qui est plus érotique, enfin qui est érotique, c'est clairement pour adultes, hein, c'est plus de 18 assurément. Voilà, je vous en montre rien. Voilà, il m'a un peu plus dérouté, mais c'est le genre de bouquin qu'on regarde et où on se dit qu'il est évident qu'on est face à une carrière d'artiste. C'est-à-dire que il y a des bouquins qui vont nous toucher plus que d'autres. Et c'est normal, il y a des sujets qui nous parlent, il y a des façons de le traiter qui nous parlent. C'est pas juste une question. Il y a les goûts et les couleurs, oui, mais il y a aussi la qualité du traitement, les parties pris graphiques, la personnalité des artistes et la façon dont ils travaillent leur sujet. Voilà, donc les yeux d'Alex, j'étais un peu moins sensible, mais c'est une autrice que je trouve absolument brillante. Et voilà, graphiquement, elle est extrêmement talentueuse. Son comptabule devrait être extrêmement beau. Et notamment, et c'est là où la rencontre va être intéressante, c'est que les trois comptabules illustrent des contes taïwanais, enfin chinois et taïwanais, donc transmis par une artiste qui s'appelle Blanche Chiaping-Chu. En tout cas, c'est pas bien prononcé, toutes mes excuses. Et Jean-Louis Cuen, qui sera le percussionniste multi-instrumentiste, qui va mettre en musique ce comptabule. Donc on a des instruments, on a du conte, on a du dessin, tout ça en direct. Voilà, il y a trois rendez-vous, un par jour. Eve Dupont sera, elle, au comptabule de Christian Durieux le dimanche. Suite Claire Fauvel est à 14h, donc samedi. Attention, venez au moins une demi-heure avant le début de. Comment ça s'appelle? Du comptabule, voire même une heure. Parce que c'est un rendez-vous qui est très prisé des festivaliers. Et je pense que il y a, je pense qu'il y aura beaucoup de monde sur chacune des sessions. Donc, soyez attentifs. Ne laissez pas passer l'heure. Voilà. Tenez en compte. Hein, si vous voulez de la place, il faut faut faire un petit effort pour ce genre de spectacle, mais qui sont compris dans votre billet d'entrée. Ça se passe dans l'amphi. Comment il s'appelle là? Tchoup, 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 tchoup. Eh bien, c'est pas l'amphi Maupertu, mais c'est l'amphi qui est au rez-de-chaussée, vraiment juste devant l'entrée du festival, euh, dans le Palais du Grand Large. Donc vous tombez dessus tout de suite, il y aura une file d'attente à mon avis qui sera conséquente. Voilà, donc si vous aimez ça et que vous avez envie de voir ces comptabules, prenez le temps et préparez-vous. Ok. Bah écoutez, voilà, je fais court sur les spectacles. C'est pas ce qui, moi, sur lequel je suis le plus à l'aise en plus. C'est des prestations qu'il faut découvrir, les propositions découvrir sur le site de Quai des Bulles pour constituer son programme. Avant-dernière étape de notre voyage commun, euh, je vais vous parler des éditeurs. Francine F. Dupont nous dit que c'est à l'auditorium Chateaubriand, les comptabules. Merci à toi, c'est en effet l'intitulé exact. Donc au Palais du Grand Large. Les éditeurs, alors, donc là on va rentrer dans le salon du livre, qui est l'espace le plus grand, là où il y a le plus de monde, là où se tiennent toutes les dédicaces. Et je vais vraiment faire la distinction entre les stands d'éditeurs et les auteurs que vous pouvez rencontrer, ou les autrices. Parce que eh bien, les éditeurs ont aussi leur identité propre et méritent parfois, souvent, qu'on s'intéresse à eux pour la ligne éditoriale qu'ils veulent développer. Et donc je vous ai fait une petite sélection
d'éditeurs qui me semblent intéressants d'aller découvrir. Le premier nous emmène au pavillon manga. Et cet éditeur, c'est IMHO. Le logo est pas forcément hyper lisible, hyper compréhensible, mais en tout cas IMHO. Et c'est un tout petit éditeur sur le manga qui va choisir des sujets de société, des sujets historiques, d'une force, d'une puissance dans les histoires et dans les dessins dingo. Moi vraiment, c'est un éditeur dont je trouve la démarche de recherche éditoriale, de prospection au Japon, extrêmement respectable. Ils sont quelques-uns comme ça. Il y a le Lézard Noir aussi, qui a une grosse logique autoriale et de découverte. Il y a deux titres dont je vais vous mettre à l'écran. Euh, le premier, c'est Cocon de Machiko Kiyo, qui est sorti il y a un an ou deux. 2 ans, je crois, un an ou deux, oui, qui est l'histoire euh, de jeunes filles japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, envoyées sur le front asiatique en tant qu'infirmières. Donc voilà, c'est une histoire vraie. C'était des bataillons d'infirmières mobilisés parmi la jeunesse japonaise par le pouvoir impérial. Et on va découvrir une séquence de vie de ces infirmières qui sont des gamines, fondamentalement des gamines, mais qui vont être là pour soigner les blessures terribles vécues pendant les batailles, s'occuper des blessés, des mourants, avec tout ce que ça suppose. C'est un bouquin alors qui est pas simple, hein, qui est pas léger, qui est pas voilà, qu'on lit pas quand on a un petit coup de moins bien, mais par contre qui vient rappeler, vient donner à voir, à mon avis, toute la cruauté de la guerre en général, mais plus particulièrement sur le front japonais. Voilà, des films comme Lettre d'Iwo Jima l'ont très bien, de Clint Eastwood l'a très bien retranscrit aussi. Il y a de nombreuses références qu'on peut aller chercher. Cocon a un dessin qui est un peu vaporeux. Un dessin un peu flou. Les traits ne sont pas très appuyés. Euh, et ça apporte comme ça un rapport un peu fantasmagorique. On est un peu dans un autre monde, ce qui permet de mettre un peu de distance malgré tout par rapport à la difficulté des faits qui sont décrits. Et d'ailleurs, qui traduit sans doute assez bien à quel point ces jeunes filles étaient perdues dans ce qu'elles vivaient à ce moment-là dans dans leur quotidien d'enfant, quoi. Chaton BD Dame Dame dit superbe manga, j'aime beaucoup le graphisme, notamment les blessés et morts en fantômes. Voilà, il y a des innovations, il y a de la réflexion, de la recherche graphique. Moi, vraiment, l'année de sa sortie, ça a fait partie de mes mangas coup de cœur. Voilà, c'est de DMHO. Et le deuxième, bien barré aussi, bien barré, que je vous ai choisi, mais en même temps, le titre ne laisse pas de doute là-dessus. Ça s'appelle Un voyage à l'asile d'une autrice taïwanaise, Pam Pam Liu. Et donc, c'est un récit sur l'enfermement asilaire, notamment inspiré je vais évidemment plus retrouver le nom de ce grand auteur russe, dans mon souvenir, qui a écrit sur le sujet. Fille fan de BD, je suis sûr que tu as la ref. Voilà. Les gens qui ont de la vraie culture et qui lisent autre chose que de la bande dessinée, n'hésitez pas à me remettre si vous retrouvez l'auteur dont il est question et le livre dont il est question. Voilà. Fabrice 4145 donc quel est l'éditeur de Cocon? C'est IMHO. Les deux titres sont chez IMHO, c'est pour ça que je vous le présente, c'est parce que l'éditeur est présent sur place. Et donc voilà. Un voyage à l'asile, c'est Maître Yannick, je viens de voir qu'il écrit des bêtises, Fabrice, je te jure. Donc un voyage à l'asile, c'est un dessin comme vous le voyez à l'écran, euh, voilà, limite proche du collage. C'est très particulier. C'est un style qui n'a rien à voir avec la culture manga ou manhwa chinoise, mais qui est là aussi d'une intensité extrêmement forte. F. Dupont nous dit Sakharov. Oui, je crois bien que c'est le livre de Sakharov dont est inspiré ce bouquin. Avec, c'est pas une adaptation, hein, mais c'est
Et Chaton BD Dame qui dit j'aurais dit RG pour les asiles. En tout cas pour les asiles chinois peut-être, si tu parles Lao Tse et de la nécessité de retrouver la voie. Nous en parlerons ce week-end, Damien. Je me permettrai de te ramener sur la voie, comme tu m'y invites, si justement. Si justement. Voilà, donc IMHO, il n'y aura pas d'auteur à ma connaissance. Ah non, fan de BD, Solzhenitsyn. Oui, je crois que tu as raison, c'est Solzhenitsyn, c'est pas Sakharov. L'archipel du Goulag, c'est vraiment. Ouais, Sakharov, l'archipel du Goulag, c'était pas ça, c'est Solzhenitsyn. Euh, voilà, la référence pour l'asilaire. Euh, voilà, donc IMHO, il n'y a pas de. Je crois pas qu'il y ait d'auteur ou d'autrice invité. C'est aussi pour ça que je vous l'ai mis en avant, parce que spontanément, c'est pas les éditeurs que les fans de BD vont aller voir. Mais par contre, c'est un éditeur qui a de vrais bons livres à aller découvrir dans la culture, dans les cultures d'Asie. Donc voilà. Donc si vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus, IMHO vous le permettra. Première proposition, la deuxième. Alors la deuxième, je vais vous le. Alors, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. On va aller chez 404 graphiques. Nicolas Beaujoin, qui est Nicolas Beaujoin. Bonjour, Readman 717, bienvenue parmi nous. On est en train de, on est en train de, finit, on est rentré dans les bulles de Quai des Bulles, dans l'espace commercial, dans le salon du livre, et on est en train de faire le tour des éditeurs intéressants. Et après avoir parlé d'IMHO, je vais vous envoyer chez 404 graphiques. 404 graphiques, c'est principalement de la traduction de bande dessinée américaine. Attention, je vous rassure tout de suite, c'est pas du Spider-Man, c'est pas du Batman, on est sur tout à fait autre chose. Je vais vous le montrer dans très peu de temps. C'est un éditeur qui a des propositions artistiques incroyables. Il a une des meilleures, si ce n'est la meilleure BD de l'année dernière, avec Au-dedans de Will MacPhail. Will MacPhail qui sera à nouveau présent sur le festival Quai des Bulles cette année, avec un recueil de dessins de presse qui s'appelle L'amour et la vermine. Un très très beau bouquin à 35 €. Bon bah il est un peu cher j'avoue, mais si vous connaissez des gens qui aiment le dessin de presse, je vous le recommande. Très beau cadeau de Noël. À faire dédicacer par l'auteur à Quai des Bulles, ce sera parfait. Un dessin, donc il bosse pour le New Yorker. C'est un anglais qui bosse pour le New Yorker. Hop, je vous mets un petit peu. Donc là vous avez à l'écran des homards qui lèvent les mains en l'air parce que face au serveur qui va les cuisiner. Voilà, c'est du dessin d'actu, plus ou moins d'actu en tout cas, avec un petit peu de texte, gag en une page, une scène. Voilà, bon, pour moi, c'est pas de la bande dessinée, c'est du dessin de presse. C'est très respectable, mais c'est pas ce que c'est pas de la BD. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé sur Comic Strip ou ailleurs. Mais c'est très chouette. Voilà, si vous aimez le genre, allez-y. Donc l'auteur est là, Will MacPhail, meilleur bouquin de l'an dernier. Le meilleur bouquin de cette année, j'hésite avec Brunilda à la Plata, hein, mais ça va être dans mes coups de cœur. Yomicha dit, il n'y avait pas grand monde en dédicace l'année dernière pour Will MacPhail, faut pas hésiter à aller le voir. Oui, tu fais bien de le dire, tu as tout à fait raison, Yomicha. Il est très drôle en plus, pour peu que vous parliez un petit peu anglais, que vous compreniez un petit peu anglais, c'est un mec très sympa. Vous passerez un très bon moment à mon avis en sa compagnie, n'hésitez pas. Un des parmi dans mon top 5 de l'année, il vient de sortir, c'est Drome. D'ailleurs, Love and Vermin vient de sortir aussi. Drome de Jesse Lonergan. Bande dessinée sans texte qui doit faire combien de pages. Alors, il est moins cher, lui, il a 29,90. Moins cher que. Mais la finition est un peu moins poussée, un peu moins bonne. Un peu moins bonne. Rinman 717 qui dit il a l'air bien Drome. Drome, c'est une bombe. C'est une méga bombe parce que ça a plusieurs. Ça cumule plusieurs qualités. Si vous aimez la BD un peu conceptuelle, un télo, qui joue avec les découpages, vous voyez, qui est de la création artistique, tout ça, bah, vous avez tout ça dans Drome. Je vais vous montrer les pages, bah, la couverture l'illustre, mais je vais vous le montrer à l'intérieur. Et en même temps, si vous êtes un gros fan ou une grosse fan de fantasy, c'est un récit d'aventure cosmogonique, c'est la création d'un monde, c'est l'émergence d'une civilisation. C'est extrêmement immersif, c'est vraiment, on s'ennuie pas.
C'est-à-dire qu'il y a une performance artistique, il y a une démarche artistique et intellectuelle au service d'une histoire entraînante, quoi, une histoire fun, divertissante. Comme quoi on peut faire les deux, on n'est pas obligé de faire du artistique chiant, on peut faire du artistique divertissant. Donc c'est pour ça aussi moi que je lui donne beaucoup de valeur parce que c'est facile, enfin faire de l'esbrouf, faire des effets de style et de manche sur un sujet bien plombant, pas de problème, on y va. Des tas d'auteurs le font. Le faire sur de la fantasy, c'est plus rare, donc voilà, grosse qualité. Drôme, bande dessinée quasiment sans texte. Yomicha dit qu'elle attendait, elle n'a pas encore lu, qu'elle attendait qu'il y ait des bulles justement. Et ben écoute, si tu ne l'as pas encore acheté, achète-le et on y va à la rencontre de Jesse Lonergan. Sinon, en effet, amène ton livre et rencontre-le. Je pense que ce sera passionnant. Donc, alors, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre la naissance, la particularité de cette BD quasi sans texte, c'est la nature de ses découpages. Vous avez une double page ici. L'auteur va multiplier et démultiplier les cases pour guider la lecture. Vous voyez là, cette colonne, cette perle blanche qu'on voit sur le côté va descendre, va être jetée par une entité céleste, tomber dans le ciel, tomber sur le monde. Et en fait, le découpage des cases vient vous montrer, vient vous transmettre ce message, vient vous apporter cette dimension d'un temps infini qui passe. Alors, Rinman 717 qui dit il arrive bien à diriger la lecture sur cet exemple. C'est pour ça que je le prends, c'est parce qu'il est, c'est comme ça tout le long. C'est même une planche que j'ai présentée en cours à des directeurs artistiques avec qui je fais des cours de storytelling sur l'art de la narration en bande dessinée. Donc je leur ai montré cette planche en effet parce qu'elle apporte tout ça. Une case, à quoi ça sert? C'est quoi une case, pardon, en bande dessinée? C'est le moment où je fais mon prof de BD. Une case, c'est une unité de temps. En fait, dans une case, il se passe un événement qui va durer un certain temps. Plus la case, le texte qui est placé dedans, l'art invisible, Rinman 717, oui, on est d'accord, il est à ma gauche, à ma droite, il est où, l'art invisible? Il est forcément à côté de moi, mais je le trouve plus, bref, tant pis. Scott McCloud, live. Donc, ces cases, c'est une toute petite unité de temps qui va être variable suivant la taille de la case, suivant les textes qu'il y a dedans, suivant la largeur, bref. Et donc, Jesse Lonergan, en accumulant les cases, en mettant des planches à 20-30 cases, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire que le temps passe très longtemps. Si on estime qu'une case, c'est 3 secondes, admettons, partons sur cette idée-là, sur une planche de franco-belge classique aujourd'hui, on est à 9-10 cases. On a donc, allez, 30 secondes de temps qui se déroule sur la page. Un petit peu plus parce qu'évidemment il y a des ellipses. Mais on va partir là-dessus. Quand il y en a 30, eh ben, il y en a juste 3 fois plus. Donc c'est presque 30 secondes x 3, 1 minute 80. Enfin c'est bon. Là je vous donne cet exemple-là, mais le temps s'étend. Voilà, très longtemps. Enfin, sur une longue durée. Et donc tout le long du livre, Jesse Lonergan va jouer avec ça. Cette planche-là, elle est aussi intéressante, la planche qui est, qui est à, je ne sais plus, voilà, cette planche-là, en tout cas. Ici, vous voyez qu'il y a des cases carrées, mais il y a aussi des sphères rondes qui viennent qui viennent former de nouvelles cases, qui viennent symboliser le fait qu'on est dans la dimension, comment dire, cosmique, qu'on est dans le monde des dieux, et avec des mouvements de rotation de planètes, du cycle de la vie, tout ça. Bref, c'est là où je vous dis, évidemment, je parlais comment dire, d'effet d'esbrouf. Mais je le dis pas, je le dis très positivement. Hein, mais voilà, il y a des effets de style. Et Drome en est une très bonne démonstration. Jesse Lonergan est sur le stand. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures BD, mais par contre, en effet, comme Fan de BD l'a dit, c'est pas forcément si évident que ça à lire. Ouais, oui, c'est vrai, je veux bien le reconnaître. Voilà, mais c'est une vraie bonne histoire, très humaine,
voilà, sur le pouvoir et le rapport des humains, des hommes et des femmes au pouvoir. Voilà, je vous pas de spoil sur ce qui se passe dedans. Drôme. Et très rapidement, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais sur le stand de 404 graphiques, vous avez aussi l'autrice ou l'auteur, j'ai un doute, E.M. Carroll. Je pense que je ne vais pas savoir qui est. Je n'ai pas vérifié, non. Tchoup, 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 bon, bah. Bon, je vais pas trouver. Shame on me. Alors, Rinman 717 dit: c'est marrant d'utiliser les bordures qui servent d'ellipse sur cette page. Le côté rond m'a fait penser aux grandes scènes de Le Droit avec Wicca. On est clairement dans on est clairement dans le même esprit sur Drôme. En effet, c'est des auteurs très talentueux en termes de narration. Donc, un bouquin qui vient de sortir tout juste, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, Une invitée dans la demeure de E.M. Carroll, du roman graphique avec un style très proche de... mince, j'arrive plus à retrouver son nom. De Tilly Walden, pardon, j'allais dans ma bibliothèque, de Tilly Walden, et en même temps des effets graphiques narratifs divers, multiples. Voilà, on va avoir un côté très dessin classique à l'américaine, roman graphique américain, et en même temps des pages en couleur sur fond noir, voilà, qui sont extrêmement interpellantes. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de lecture, hein, c'est pas lu, mais bon, mais ce sera sur le. Et donc non, je ne recommande pas la lecture, mon cher Rinman 717. Je recommande d'aller rencontrer le stand, d'aller à la découverte de l'éditeur et des propositions, des belles propositions qu'il nous fait. Voilà, c'était pour la taquinerie. Merci, tu as bien fait. Voilà, je vais aller plus court. Voilà, j'ai fini sur 404 graphiques. C'est les auteurs qui sont là. Vraiment, c'est des auteurs et des autrices à aller. Emily Carroll, dit fan de BD, merci. Donc, c'est des auteurs et des autrices qui sont allés découvrir, des bouquins qui sont allés découvrir. Ils sont très beaux, ils sont très bien travaillés, et c'est une petite maison d'édition voilà, qui bosse bien. Qui bosse bien. C'est vraiment quelque chose de chouette. Alors, la prochaine, qu'est-ce que j'en ai mis encore? Quoi Deux, j'en ai mis. J'aime bien faire les grands écarts. Les grands écarts, pardon. Là, on va faire la bonne liaison. Là, je vous emmène chez les sculpteurs de bulles. Alors, là, peut-être que vous connaissez moins. Là, je vais parler à la partie d'entre vous collectionneuse, dotée d'un bon pouvoir d'achat. Il y a donc un stand sur le festival de Saint-Malo, sur le festival Quai des Bulles, d'une structure associative qui propose des produits dérivés, des goodies. Benoît Prieur, en effet, en est l'un des deux, un des deux porteurs, un des deux porteurs. Et donc, il propose à la fois des statuettes, des tirés à part, des tirages de tête, des ex-libris, des éditions de luxe, de de très nombreux artistes. Là, c'est un des derniers qui est sorti, que je vous ai mis à l'écran, qui s'appelle, hop, que je reprenne mes notes, donc je peux retrouver, ça fait mal, quel humidie, ça fait mal de le voir comme ça, le livre, un peu étendu comme un poisson. Ouais, l'emoji est très bien trouvé. Ouais, ça picote un petit peu. Ouais, mais je soupçonne, vu l'amour qu'ils ont du beau livre, je soupçonne que ce soit une couverture vide. Ça ne me surprendrait pas. Ou alors que la photo soit prise de telle façon que on ne s'en rend pas compte, mais ouais, bref, il y a peut-être des astuces. Voilà, donc c'est des tirages de luxe, extrêmement coûteux, hein, comptez 3 chiffres pour la plupart du temps. Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Ciao, 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 bonne nuit. Donc là, vraiment, on est sur du franco-belge. Le franco-belge le plus classique aujourd'hui. On va y retrouver chez eux Philippe Xavier et on a la série Croisade chez Dargaud. Voilà, c'est vraiment du dessin classique franco-belge d'aventure tel que les lecteurs l'aiment. Enfin, c'est les meilleurs dessins d'ailleurs qu'on retrouve. Il y a aussi une partie d'édition et de création indépendante. Bon, sur lequel je suis personnellement moins convaincu, mais en tout cas, j'ai pas encore rien vu qui m'ait interpellé. Mais ce sont des créateurs d'objets de talent voilà, qui ont besoin d'un peu de visibilité.
Voilà, voilà, alors il faut être riche pour s'acheter ou avoir de belles étrennes ou de belles économies ou pas de vie. Tout est possible. Je vous laisse le choix. Mais en tout cas, vous pouvez donc profiter des sculpteurs de bulles. Il y a un stand. Vous pouvez profiter de découvrir les magnifiques objets qu'ils mettent en vente. Voilà, je m'étends pas. C'est de la repro, c'est pas de la c'est peu de créa. Non, je préfère m'étendre sur le dernier éditeur. Je suis allé chercher un petit éditeur de bande dessinée, principalement européenne, mais pas que, les éditions Tanibis. Alors eux, ils ont aussi vraiment besoin qu'on les soutienne, hein, parce que c'est une toute petite maison d'édition qui fait des choix absolument géniaux, absolument délicieux. Tanibis, je vous ai amené quoi? Je vous ai amené... Greenman dit, ils ont mis 3 livres pour faire la photo, on dirait. Peut-être oui, les sculpteurs de bulles, ça peut être ça la suce. Tanibis, alors il y a plein de choses. Je vous ai sorti le Bus tome 3 de Paul Kirchner, qui est un dessinateur humoriste américain qui propose du gag, du strip complètement barré, qui joue avec les codes de la narration graphique. Bah, ouais, ce sera vraiment la sélection. Je vous ai fait une petite sélection intello sur les gags, sur les auteurs qui jouent avec les codes de la bande dessinée. Donc le concept est simple, on suit toujours un bus qui arrive à un arrêt de bus, le même personnage qui doit rentrer dedans, et c'est n'importe quoi que derrière, il se passe des choses improbables, voilà, qui n'ont aucun sens. C'est très drôle. La particularité, c'est que c'était un bouquin. À l'origine, c'est des strips qui sont publiés aux États-Unis, et ce troisième bouquin, c'est du contenu original publié par l'édition Tanibis en France et aux États-Unis. C'est devenu l'éditeur principal de Paul Kirchner, qui a une bibliographie extrêmement intéressante. Je vous invite à le découvrir. Vraiment un auteur assez peu connu, qui a maintenant bien 70 ans, je pense, qui tourne encore beaucoup en festival. Alors je ne sais pas s'il viendra en France prochainement, mais ces bouquins sont très chouettes, très peu connus. Donc voilà, donc là le Bus tome 3, vous lisez le premier tome, c'est tout à fait acceptable. Tanibis, alors je finirai par celui-là. Tanibis, c'est aussi. Alors Rinman, pardon, dit j'aime bien ce genre de format à l'horizontale, que Calvin et Hobbes dans mon cœur. Bah oui, oui, le strip. Le comic strip fonctionne bien, et là c'est vraiment le genre de petit bouquin délicieux. Il y en a pas trop, pour que c'est jamais lassant. En fait, il y a toujours, ça se renouvelle toujours le bus. Et voilà. Et au troisième tome, voilà, c'est toujours un bonheur d'aller le redécouvrir, et de redécouvrir les belles idées. Chez Tanibis, vous avez aussi Lucas Varela, que vous retrouvez chez Dupuis, aussi notamment sur American Psycho, non American, j'ai pu retrouver le titre, mais vous avez ces albums de Pinocchio, qui sont des albums superbes, là aussi complètement barrés, hein, on est chez un petit éditeur, donc hop, dans Pinocchio, il y a une esthétique finalement très moyenâgeuse, très livre d'apocalypse du Moyen-Âge. Et voilà, et ça se passe et alors là pour le coup, bah, mince, je sais plus. Oh mince, oh là là, j'ai longtemps que je l'ai lu, je vais plus réussir à vous le pitcher. Bref, tant pis, du coup, je vais arrêter de me ridiculiser. Lucas Varela, la dernière comédie de Paolo Pinocchio, chez Tanibis, c'est très très bon, c'est graphiquement excellent. Voilà, autant pour moi, j'ai pas bien travaillé là, tu vois, Rinman. Là, celui-là, je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a trop longtemps. Non, celui que je gardais pour la fin, c'est celui où je vais faire ma petit coup de pub. Damien a fait son coup de pub pour sa conf. Moi, j'anime aussi, donc la conférence que j'anime, c'est Connexion, donc qui est publiée chez Tanibis, de Pierre Janot. Connexion, il y a 2 tomes publiés, et bah, là encore, quelqu'un qui joue avec les codes de la narration graphique, puisque chaque chapitre raconte une histoire de vie dans un bâtiment, et donc les cases sont hexagonales. En fait, c'est des cases qui sont inspirées d'une vue isométrique, de 3D isométrique, d'un appartement, d'une maison. Vous voyez, on est, hop, je vous le montre à l'écran, on est dans la pièce, et en narrateur omniscient finalement. Et donc on va suivre 12 aventures en 2 tomes,
12 histoires qui vont avoir du lien ou pas, de gens qui vont se croiser, qui vont se retrouver, ou qui n'auront que très peu de liens ensemble. C'est une histoire, c'est un récit qui a été composé sur plusieurs années, chapitre par chapitre. On voit à travers les murs, dit Fifan de BD, oui, exactement, c'est ça l'idée. On se glisse dans l'intimité des gens et on va découvrir 12 histoires différentes, engagées, voire militantes pour beaucoup. Et donc, connexion. On en parlera. Donc, j'anime la rencontre avec Pierre Janot qui se passe vendredi à 12h30, rotonde Jacques Cartier. Voilà, donc je vais vous faire découvrir ce qu'il y a dans ce bouquin. On aura les couvertures du fanzine originel, on va parler création de maison d'édition indépendante, on va parler de faire de la bande dessinée pendant qu'on a un métier salarié, ce qu'il a fait pour Connexion. On va parler mise en couleur. Là, je sais que certains amateurs, on va parler de Philippe Horry, qui est donc le coloriste de Connexion et un petit peu plus encore, et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc on va parler de tout ça. C'est chez Tanibis. C'est vraiment un éditeur un éditeur qu'on aime beaucoup, nous, au sein de l'équipe BD Talk, humainement et en termes de livres. Voilà, l'éditeur est en plus très sympa et ils ont une production complètement folle. Donc voilà, ça fait partie des éditeurs auxquels on ne pensera pas spontanément. Vous allez peut-être aller chez Dargaud, Casterman, Delcourt, Glénat. Très bien, mais pensez à ces 4 petits éditeurs que je vous ai sélectionnés. Alors, pour terminer, après les éditeurs, on va parler des auteurs et des autrices. Qui allez voir en dédicace Eh bien, je vais vous proposer quelques noms. Comme ça, que je suis allé sélectionner pour terminer des auteurs, des autrices, pour des particularités que je vais vous présenter. Il y en a évidemment, il y a je crois près de 900 artistes qui sont invités. Donc là encore, c'est tout à fait personnel et du coup de cœur. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez. Mais voilà, c'est encore une fois. Partons à la découverte. La première dont je vais vous parler s'appelle Capia. Capia, c'est une artiste belge qui dessine le 3e tome du Paris des Merveilles, qui était la série dessinée par Willem, et Étienne Willem, pardon, un artiste qui est décédé il n'y a pas très longtemps aussi. Je suis dans ma phase là, on collectionne les auteurs morts. Et donc l'auteur principal qui a cette esthétique steampunk tout en rondeur, qui a vraiment un public très, très fidèle et qui donc l'a publié chez Dracou. Euh, eh bien, donc a été repris par cet artiste belge dont c'est la première bande dessinée publiée. Je vous en parle d'autant, je vous ai mis une petite dédicace qu'elle peut faire à côté. Elle sera sur le stand Dracou pendant 3 jours. N'hésitez pas à aller la voir et j'en parle parce que ça fera partie de mes grands regrets de vie. On avait développé un projet BD ensemble qui n'a pas abouti, qui n'a pas été pris et qui du coup ne verra pas le jour. Voilà, et on va se rencontrer, elle et moi, pour la première fois alors qu'on a à Quai des Bulles, alors qu'on a commencé à travailler dessus il y a quoi maintenant, 15 ans facilement, 10 ans au moins. 10 ans, donc voilà, pour la première fois, 10 ans, je pense. On va se rencontrer, donc voilà, c'est mon petit coup de cœur à moi. On va manger un bout ensemble. Et donc là, c'est mon coup de cœur totalement personnel, mais voilà, mais qui permet de parler aussi de Dracou. Il y a le stand Bambou Grand Angle Dracou qui sera là aussi, évidemment, avec des auteurs et des autrices intéressants à aller découvrir. Et là, si vous aimez alors pas le côté steampunk, mais un côté donc le Paris merveilleux avec du fantastique et ce côté 18e, 17e, 18e siècle. Normalement, le Paris des merveilles sera un bon choix. Alors, ensuite, je suis allé vous chercher un monsieur chauve que vous ne connaissez pas, à mon avis, pour la plupart d'entre vous, parce que personne ne le connaît, ou très peu de gens, parce qu'il n'est pas très connu. Il peut ressembler à beaucoup de monde, et il s'appelle Phil Cordier, que vous retrouverez sur le stand Comics Initiative, qui est notamment un spécialiste, et c'est pas Chris Ware, dit Matt. Salut Matt, content que tu sois avec nous un petit peu ce soir. C'est pas Chris Ware, mais Phil Cordier est un spécialiste de l'ancrage dans les comic books. C'est sa marotte.
On a tous et toutes, hein, on se juge pas les uns les autres, hein, ici, on a tous nos petits centres d'intérêt. Lui, son grand kiff, c'est de permettre de comprendre qui, quel est l'impact d'un encreur sur un dessinateur, notamment sur le dessin d'un artiste, notamment dans l'industrie américaine. Il faut savoir que dans l'industrie du comic book mainstream, les tâches sont bien séparées, bien, on va dire, taylorisées ou fordisées. En tout cas, le dessinateur n'encre pas pour la plupart du temps, en tout cas en traditionnel. Et donc, il y a un deuxième artiste qui va venir dessiner par-dessus. Et les dessins qu'on connaît, les dessins de Spider-Man, en fait, par exemple, hein, sont composés de deux dessins. Le dessin de l'auteur principal et de son encreur. Et ici, là, celui que j'ai en main et qui a été publié par Comics Initiative, hein, oui, c'est ça, est consacré donc à un dessinateur qu'on a vu à Angoulême cette année, qui était John Romita Jr., dessinateur de Spider-Man notamment, et de son encreur qui s'appelle Klaus Johnson. Donc si vous avez envie de parler avec un spécialiste du comic book, le bouquin là en question vous permet de... Enfin, affiche les cases, vous voyez pas bien, bah, c'est pas très propre. Donc vous avez les planches... pardon, les planches brutes et les planches ancrées pour voir la différence et pour voir quel est l'impact de l'un sur l'autre. Donc voilà, si vous voulez découvrir Phil Cordier, il est aussi scénariste pour une BD qui s'appelle Mauvais Sang, publiée aussi chez Comics Initiative avec l'excellent Thierry Martin au dessin. Merci Yomisha, bon, un gros bisou à Yoromat qui nous a rejoint. Yomisha, trop bien comme sujet. Voilà, là j'avais envie justement de vous surprendre un petit peu, de vous dire, ben voilà, évidemment, il y a des noms, voilà, oui, Étienne Davodo est là, Emmanuel Lepage est là, et voilà, on peut aller les voir et profiter pleinement de ces grands noms. Voilà, moi je vais vous chercher quelques petites pépites ou des gens peu connus, genre comme ce monsieur là. Vous le connaissez ce monsieur ou pas? Alors dans le chat, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Un auteur qui a quelques années d'expérience, hein, à son actif. Alors, on a notre Bruxellois qui répond tout de suite. Et oui, avec un seul N, je crois, mon cher Matt. C'est évidemment Danny. Danny, le dessinateur du Spirou et la Gorgone Bleue. L'auteur polémique, et pas forcément à tort, polémique. Et là, et vous pouvez aussi aller à la rencontre de Bastien Vives. Si vous avez envie d'aller lire de la BD qui n'est pas woke, si vous en avez marre que les woke vous prennent la tête avec leurs sujets de minorité, machin, tout ça, si vous préférez la vie telle qu'elle était dans les années 60-70, vous en avez un qui a vécu dedans et l'autre qui est marqué par les années 70, les deux n'ont pas bougé, et voilà, vous pouvez aller les voir en dédicace si vous voulez pendant le festival. Voilà, je suis sûr que ça vous plairait. Je suis sûr que vous attendiez pas à ce que je vous propose du Bastien Vives et du Danny ce soir. C'est cadeau, c'est plaisir. Yomicha, je suis sûr, ouais, ça m'étonne pas. Je savais que je savais que tu irais le voir, tirer les voir. Et Fabrice est parti trop tôt. Je suis d'accord. J'ai trop parlé. Avec 10 minutes de plus, Fabrice. Voilà, allez pouvoir profiter de la dédicace de cette information essentielle. Les anti-woke sont là et je vous cache pas qu'à la conférence de presse, il y a une journaliste qui a posé la question à Quai des Bulles sur la présence de Bastien Vives en l'occurrence. Dany a déjà été oublié, entre guillemets, pas assez grand public. Et le festival a eu cette réponse-là de dire que bah, c'était l'éditeur qui l'invitait, pas eux, et qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas le droit de regard sur les invités des éditeurs, et qu'ensuite, voilà, en l'état, il n'était pas condamné, et que donc il ne s'opposait, il n'avait pas à s'opposer à sa présence, en précisant que il y avait eu par ailleurs un éditeur qui avait pu voilà, soumettre un nom qui, pour savoir si c'était une bonne idée, et le festival ayant été sollicité a dit on préférerait pas. Voilà, c'est voilà. Mais voilà. Mais par contre, le festival dit respect de la présomption d'innocence.
Voilà, et c'est pas nous qui l'invitons et on ne le met pas sur scène enfin on ne lui donne pas la parole. L'éditeur est libre de faire ce qu'il veut. Autant dire, cher collègue Damien, Claire, que je ne serai pas à la soirée Casterman cette année. Vous vous doutez bien que je n'irai pas boire des coups avec Bastien Vives. Voilà, c'était le moment troll de la soirée. Pour finir, non, je vais finir un peu mieux que ça quand même. Je vais finir avec. Yomisha dit hyper intéressant cette question. Ouais, elle a été posée. Après, voilà, qui début, il a une réponse simple, hein, qui est de finalement le respect de la loi. Voilà. Et le jour où si Bastien Vives était condamné, la question se poserait différemment. En l'état, il respecte la liberté des éditeurs d'inviter leurs auteurs. Le dernier, non, deux derniers, bah si, ouais, si, quelle heure il est? Ouais, quand même, ah, mince, vous avez toujours Dany à l'écran. Alors, pour partir à la rencontre entre le franco-belge et le manga, vous dire qu'il y a la présence cette année encore sur le stand Delcourt de Yunbo, une autrice chinoise, non, coréenne, pardon, c'est coréenne, toutes mes excuses, qui vit à Angoulême, voilà, et donc qui avait fait aussi l'excellent 16e printemps. Là, je pense que Damien trépigne derrière son. Voilà, je sais que Damien a aimé 16e printemps. Voilà, une excellente série. Tomber la lune. Donc ça, c'était de la BD vraiment jeunesse. Tomber la lune, on est plus sur du young adulte. Mais voilà, et je vais vous montrer, hop, la petite dédicace que m'avait fait Yumbo il y a un an ou deux. Sur ce bouquin, voilà, c'est adorable, c'est délicieux. C'est une autrice de grand talent qui fait de très jolis dessins, qui change son style graphique à chaque album, puisque ce que je vous montre ici sur 16e printemps n'est pas du tout le style graphique qu'elle utilise sur Tomber la Lune. Voilà, donc quelqu'un de très intéressant, aller à la découverte de cette jeune autrice. Voilà, et pour finir, et je serai presque dans mes temps, pour finir, je vous ai choisi eh bien, un Grand Prix de la critique, une Grand Prix de la critique, puisque c'est le retour d'Hélène Usdin. Alors, il faudra lui demander comment ça serait, comment ça serait, comment on dit son nom. Hop, je récupère dans ma BBDtech et je vous montre mon ventre. Génial, il est superbe. Je vous montre donc son premier bouquin, René au bois dormant, qui a reçu le Grand Prix de la critique à CBD à sa sortie, qui est publié chez Sarbacane. On est à nouveau chez Sarbacane sur un format manifestement carré rectangulaire qui va se promet d'être très intéressant. Elle est en duo avec un co-auteur Bonnie, et voilà, et ce sera quasiment une avant-première puisque le bouquin est prévu pour officiellement le 5 novembre. Euh, Est-ce qu'elle travaille en tradi? Oui, elle travaille en tradi. Alors, pardon, Calumni. Pour Yunbo ou pour. Ou pour. Dis-moi si c'est pour Yunbo ou pour Hélène Osdin. Tu me poses la question. Donc René était très bien. Détroit Roma, je ne sais pas encore Bonnie et son fils. Merci Francine. Et voilà, donc j'ai hâte de lire ce qu'elle a nous proposé. Elle avait vraiment. Ah oui, 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 c'est une artiste, c'est une plasticienne en fait à l'origine, hein, Hélène Usdin. C'est une plasticienne, donc elle vient de ce monde-là, plus que du monde de la bande dessinée. Donc voilà, je vous remonte quelques pages absolument sublimes dans René au bois dormant, dans un trip chamanique chez les populations natives américaines canadiennes. Donc voilà, donc c'est une autrice dont on attendait la sortie d'un deuxième opus. Elle a été récompensée dès la sortie, dès son premier livre. Et bien maintenant, on va voir si elle confirme. Mais à titre personnel, je suis plutôt très confiant. Je pense qu'elle est voilà, plasticienne, photographe, dit F. Dupont. Chaton BD Dame dit qu'elle a vu les planches aux Utopiales et qu'elles sont dingues. Voilà, donc c'est une autrice, à mon avis, à aller rencontrer, aller parler avec elle et découvrir l'œuvre. Voilà, voilà, je pense que Détroit Roma fera quelques heureux en avant-première sur le festival. Bien écoutez, écoutez.
il va être l'heure pour moi de conclure. C'est un petit tour. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un tout petit tour au sein de la proposition Quai des Bulles. Le festival s'annonce comme d'habitude passionnant. Pour les amateurs de bande dessinée, ça va être très 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 riche. Et encore une fois, il n'y a pas que le salon du livre qui compte, les rencontres, il y en a beaucoup, il y en a vraiment plusieurs dizaines, il y en a toutes les heures, il y en a à la médiathèque, il y en a à l'Amphimaud-Pertuis. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Il doit y avoir plusieurs salles, enfin bref. Euh, donc voilà, donc c'est un super festival. Je sais plus si c'était Rinman qui avait dit qu'il découvrait le festival. Écoute, c'est vrai que c'est l'avantage, moi j'habite à côté, enfin maintenant depuis 15 ans, euh, donc voilà, je viens en voisin. C'est voilà, c'est un cadre fantastique, hein, on est au bord de la mer, on est à 2 pas de la cité corsaire, de la cité ancienne. C'est génial. Par contre, a priori, chers amis, chers René, chers visiteurs, prévoyez les parapluies, prévoyez les tenues de pluie, il risque de faire moche. C'est voilà, donc il va pas faire beau. Euh, alors, et pour répondre pour répondre à Rinman, merci d'être bienvenu sur ce stream. On a quelques habitués qui étaient là parmi nous ce soir. La particularité de BD Talk, c'est qu'on est 5 et qu'on stream tous les mardis soirs à 20h30. Le premier mardi de chaque mois, c'est notre collective, une émission d'actu sur la bande dessinée animée chaque mois par un nouveau membre de l'équipe. Donc Chaton BD Dame Dame, Yoromat et Fifan de BD sont 3 des 5 membres, avec Alice Malo, Marie, qui est notre 5e qui n'est pas là ce soir. Et donc chaque semaine, on a un thème différent. Après, pardon, le premier mardi, c'est la collective. Chaque mardi suivante, c'est une solo. Moi, ce soir, j'ai choisi de vous parler de Quai des Bulles avant Angoulême, avant le festival, pardon. Merci Kalumi, qui dit qu'elle est trop contente d'avoir enfin attrapé un des streams. Bienvenue, on est ravis d'en effet de pouvoir partager ça avec de nouvelles personnes et on est ravis que vous soyez avec nous jusqu'au bout. Pour ma part, je vous retrouve le 11 novembre et donc je vous spoil, c'est un spoil. Alors, j'attirerai peut-être moins de monde, hein, j'attends de voir, mais soyez ouverts d'esprit. Soyez. Alors là, je vous ai fait plein d'auteurs vachement, vachement intello, hein, tout ça. Chop, 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 chop. Est-ce que j'ai ce qu'il faut là? Oui, là. Le 11 novembre, on va parler. On va parler super-héros Marvel. Je vais vous proposer en 15 titres à travers cette collection qui s'appelle la collection Must Have. Voilà, 15 propositions qui vous permettent de découvrir l'univers des super-héros Marvel. Voilà, en disant que c'est pas facile, les super-héros, ça fait 50 ans, 80 ans que c'est publié, machin, on comprend pas. Eh bien, je vais vous proposer une petite soirée pour découvrir comment rentrer dans ce monde. Et le Ziz, je suis étonné que tu n'ailles pas vraiment, que tu ne viennes pas chez Marvel. Le spoiler, je serai en compagnie d'Aurélien Vives, community manager et éditeur des éditions Panini, qui édite Marvel en France. Ça c'est le 11 novembre. La semaine prochaine, c'est Chaton BD Dame Dame qui se colle à l'exercice à nouveau et qui va vous faire découvrir une collection qui vient de naître, qui est déjà reconnue puisqu'elle a déjà reçu le prix jeunesse, le prix ACBD jeunesse 2024. Damien sera en compagnie de Rémi Inghilterra pour vous présenter la collection Le Renard Doré, collection de mangas réservée aux enfants, et je dis bien pas du shonen mais réservé aux enfants, aux jeunes lecteurs de 3 à 12 ans, on va dire, et avec l'éditeur de la collection, ils vous présenteront les grands titres à découvrir pour faire lire du manga aux plus jeunes. Voilà. Donc chaque semaine c'est différent. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ce programme. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Gros bisous à tous ceux que je croise. Yomicha, n'hésite pas à venir nous voir. Voilà, je vois que Rinman dit que
Son premier comic, ça a été Watchmen. Il n'a pas trouvé grand-chose d'intéressant depuis, sauf Fable, Boys, Lock and Key. Euh, Alors, pour ce qui est. Et voilà, il me dit autre idée, mettre dans le chat le titre et les auteurs des livres dont tu parles pour faciliter la prise d'information. Là, ça, je le fais et je le fais demain soir dans le replay. Il sera dans la description, la liste des titres sera dans le replay diffusé sur YouTube et partagé sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à Facebook, Instagram, Blue Sky et TikTok. Voilà, donc notamment, on partagera et donc on sera sur YouTube. Le replay est diffusé demain soir. Merci à toutes, merci d'avoir participé. C'est un vrai bonheur d'être avec vous. Bienvenue aux nouveaux. Voilà, et gros bisous à tous ceux qu'on va voir à Quai des Bulles, Kenavo comme on dit en Bretagne. Soyez sages, à la semaine prochaine pour plus de bandes dessinées. Bisous à tous.